artistes, 5 jours après le soutien d'une cinquantaine d'autres artistes qui soutenaient le comédien Depardieu. Visé, je vous le rappelle, par 3 plaintes pour viol ou agression sexuelle et mis en examen en 2020. Les faits, Lounis Skilaf et le débat après. Publié sur le blog Cerveau non disponible, le texte signé par 600 artistes dénonce la tribune en soutien à Gérard Depardieu. Il est du devoir de chacun de refuser la banalisation de propos et d'actes tels que ceux de Gérard Depardieu. Impossible de faire comme si de rien n'était, en attendant que la justice fasse son travail. Parmi les signataires de cette contre-tribune, les chanteuses Louane, Angèle, l'humoriste Walidia ou encore le rappeur Medine. Une partie du monde de la culture qui répond également à Emmanuel Macron. Le président de la République avait pris la défense de l'acteur de 75 ans. Cette tribune et la défense d'Emmanuel Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu et de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est l'illustration sinistre et parfaite du monde d'avant qui refuse que les choses changent. Publié lundi et signé par 56 personnalités du cinéma et de la culture, la première tribune crée désormais le malaise chez certains signataires, comme l'explique l'ex-conjointe de Gérard Depardieu, Carole Bouquet, sur son compte Instagram. J'ai signé une tribune pour Gérard Depardieu, cependant, je ne soutiens pas les idées et valeurs associées aux journalistes porteurs de cette tribune. En cause, l'acteur et éditorialiste Yannis Eziadi, à l'initiative de la tribune, est proche de l'extrême droite. J'ai signé parce que je suis contre le lynchage médiatique. J'ignorais vraiment le nom de l'auteur de cette tribune, sinon je n'aurais jamais signé. J'ai reçu un email signé de ce fameux Yannis Eziadi que je ne connaissais pas. J'ai su par la suite qu'il était éditorialiste dans un journal, on va dire, d'extrême droite, un genre causeur. Je réponds du tac au tac, allez-y, mettez mon nom, il n'y a pas de problème. Des signataires qui prennent leur distance avec cette tribune, tout en réaffirmant leur soutien à Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et agression sexuelle. Mes invités sur le plateau ce soir, à ma droite, Amaury Brelet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. À vos côtés, Rachel Binas, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service société de Marianne. Face à vous, Violaine de Philippis Abad, bonsoir. Porte-parole d'Oser le féminisme, avocate. Vous avez écrit le livre classé sans suite, Les femmes victimes de violences face à la justice, paru chez Payot. À vos côtés, Laure Westphal, bonsoir. Docteur en psychopathologie et enseignante à Sciences Po. Et Tiffaine D, bonsoir. Comédienne, féministe. Ah, j'ai même droit au petit coucou, ça fait plaisir. Autrice de plusieurs spectacles, notamment Carte à rebours et La Pérille. Compte à rebours, oui. Compte à rebours. Et La Pérille mortelle, tout à fait. Au Café de la Gare, au théâtre du Café de la Gare. Voilà. J'ai bon, à distance également, Florence, et je vous précise que vous êtes signataire de cette tribune, oui. Comme Florence Mendez. Bonsoir, comédienne, autrice, chroniqueuse belge, et à distance avec nous. Pour évoquer le débat, je voulais d'abord poser la première question à Laure Westphal. Le constat, je pense que quelles que soient ses opinions, par rapport à Gérard Depardieu, c'est que cette affaire divise. On en parle, on sent bien que c'est le sujet des faits, c'est un sujet important et c'est un sujet qui divise. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, il y a manifestement des phénomènes d'identification de part et d'autre, effectivement, entre ceux qui se sentent concernés par la personne qui est accusée et toutes les personnes aussi qui se sentent concernées par les préjudices dont il est question. Donc chacun se sent interpellé ou fragilisé. Chacun s'identifie à partir de son sentiment de préjudice. Est-ce que c'est le fait que ce soit quelqu'un comme Gérard Depardieu, c'est-à-dire quelqu'un qui représente quelque chose, en tout cas dans l'esprit collectif, qui provoque et qui accentue cette identification ? La première tribune emploie des termes particuliers du style monstre sacré. Donc on voit qu'il y a une idéalisation, une forme d'adoration qui crée un phénomène de groupe et de corporatisme autour d'une forme d'icône presque telle que c'est décrit. Et il en résulte quelque chose de décrié comme littéralement blasphématoire, du coup, par logique, quoi, dans les propos qui sont tenus à son encontre. Florence Mendez, bonsoir. Je viens vers vous parce que vous êtes à distance. Donc je rappelle, vous êtes comédienne, autrice, chroniqueuse belge. Est-ce que le fait que ce soit Gérard Depardieu, ça accentue la colère ? Est-ce que c'est aussi ce qui a provoqué le fait que vous soyez comédienne, que vous co-signez cette tribune aujourd'hui ? Alors, que ce soit Gérard Depardieu, c'est pas particulièrement ce qui m'a poussé à signer cette contre-tribune, mais Gérard Depardieu, en tout cas, est vraiment un symbole de pouvoir et de la manière dont on traite les artistes en France à partir du moment où ils ont des comportements qui sont problématiques. La France est le pays qui a choisi de récompenser Polanski, et Gérard Depardieu rentre aussi dans cette catégorie-là. Voilà, c'est un homme blanc relativement riche,
Donc on décide de lui passer voilà certains de ses privilèges, et le fait de pouvoir agresser des femmes, ou en tout cas être accusé d'agresser des femmes sans avoir de problème, en fait partie. Mais voilà, ça c'était le monde d'avant, et nous on est là pour faire changer les choses. Ce qui est frappant, Violaine et Philippe Abat, c'est que ce que dit Florence Mendes intéressant, dit on fait rien. Il y a eu des plaintes, il y a eu des actions en justice. Alors certes, ça prend du temps, mais on ne peut pas dire qu'on fait rien aujourd'hui face à Gérard Depardieu ou face à l'autre. Après, sur le volet juridique général et sur l'état de la justice en France, il est vrai que dans 8 cas sur 10, les plaintes pour violences faites aux femmes sont classées sans suite. Ce n'est pas seulement la statistique des associations, c'est aussi la stat de rapport officiel concernant par exemple les femmes qui étaient venues dire à la police qu'elles étaient victimes de violences conjugales et qui finalement étaient victimes de féminicide. Donc en fait, aujourd'hui, on a un problème. C'est-à-dire que le système judiciaire est en panne. En panne. En panne, oui. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est votre sentiment? En panne, pas vraiment. En tout cas, il fonctionne lentement, mais il avance trop lentement. Comment vous expliquez les statistiques de classement? En tout cas, il y a une volonté affichée depuis des années, notamment de ce gouvernement et du ministre de la Justice, de placer la question des violences conjugales et des violences faites aux femmes parmi des priorités. Et les procureurs, quand on leur parle, ils nous le disent. Vous leur parlez aux procureurs? Absolument. Dans quel cadre? Ils prioritarisent. Vous êtes juriste? Je ne suis pas juriste, je suis journaliste et je suis très souvent... les journalistes parlent aux procureurs quotidiennement, d'accord. Je parle avec des magistrats et des policiers, oui, très souvent. Plus que nous. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Et ils me disent que ils me disent que ce sont des dossiers qui sont traités très souvent en priorité. Comme celui de Darmanin, par exemple. Je vois pas quel est le rapport avec M. Darmanin, mais enfin... Ah non, il a pas été accusé d'agression sexuelle, quand même. Mais quel est le rapport avec Gérard Depardieu? Mais la difficulté... C'est de viol aussi. Des points communs. Viol présumé. Alors en France, j'ai pas... a priori, il y a la charge de la preuve. Est-ce que c'est aussi... Alors, on voit ça dans d'autres affaires, dans d'autres secteurs. Difficile de prouver une accusation. Est-ce que c'est là aussi où il faut améliorer la situation? Parce que j'ai le sentiment, alors vous m'arrêtez si je me trompe, que la prise de parole est mieux reçue, mieux organisée, mais que prouver quelque chose qui a parfois 5 ans, 10 ans, qui s'est fait dans une forme d'intimité, c'est compliqué. Est-ce que c'est là où doit leur travail? J'arrive vers vous, Florence Mendes. Réponse sur le plateau, j'arrive tout de suite, pardon. J'allais dire, vous avez tout à fait raison, mais la problématique se situe dans les moyens qu'on donne ou qu'on donne pas, en l'occurrence, aux enquêtes. C'est-à-dire que si on finance pas assez les investigations, si on ne cherche pas les preuves, eh bien on ne risque pas de les trouver. Et donc, les classements sans suite et les non-lieux sont principalement causés par ce manque d'investigation. Et en général, il ne conclut pas du tout en ce que la femme aurait menti, pas du tout. Il conclut juste que la justice a échoué à trouver les preuves. Donc en fait, on a des dénis de justice. Voilà. Et ça, c'est vraiment une parole que j'ai non seulement en tant qu'avocate, en tant que féministe, mais c'est aussi corroboré par des rapports. Donc ce qu'on vient d'entendre sur le plateau, c'est faux. Tiffany. Et après, j'irai vers Florence. Oui, quelle est la question? Non, mais là-dessus, je disais effectivement, c'est compliqué de recueillir une parole, et c'est compliqué aussi, j'imagine, de condamner quelqu'un quand on n'a pas assez de preuves pour le condamner. Donc comment on trouve cet équilibre entre les deux, selon vous? Alors aujourd'hui, les chiffres dont on dispose nous disent que seulement 0,6% des violeurs passent par la case prison. Par conséquent, à chaque fois que j'entends sur des plateaux télé des gens dire « faut laisser la justice faire son travail », en fait, la justice, le travail qu'elle fait en patriarcat, c'est un travail d'impunité des violeurs. Donc non, on va pas la laisser faire son travail. Et donc la raison pour laquelle il y a beaucoup de féministes qui se mobilisent aux côtés des victimes de par diable, oui, moi je l'appelle comme ça, et d'autres agresseurs, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de justice. La justice n'existe pas en France pour les femmes et pour les enfantes lorsqu'il s'agit de violences masculines. Donc, du coup, oui, la seule justice dont on dispose, c'est la société qui prend parti, la société qui dit non, ça c'est plus possible. Donnez-nous la justice, faites condamner 99,4% des agresseurs et pas 0,6%, puis ensuite on verra si on arrête avec les réseaux sociaux. L'analyse justement de cette société avec Rachel Bignès dans un instant, mais Florence Mendes, on me signale que vous vouliez réagir depuis tout à l'heure. Je vous vois pas trop, donc dites-moi sur quoi vous vouliez intervenir. Pas de souci. Je voulais justement parler de la justice. On dit laisser la justice faire son travail. Et Tiffany a tout à fait raison. On vit en tant que femme un déni de justice. Je voudrais prendre l'exemple d'un humoriste, acteur, qui a récemment justement été rétrogradé au statut de témoin assisté dans sa propre affaire pour agression sexuelle. Il faut savoir quand même que cette personne-là, sa victime présumée, puisqu'on ne va pas risquer la diffamation, est allée le soir même de son agression, elle est allée le soir même faire constater ses blessures physiques, donc légalement. La justice a reconnu
qu'il y avait l'existence d'un stress post-traumatique, donc d'un traumatisme. Et malgré le fait qu'elle a tout de suite été faire constater légalement des blessures qui étaient quand même des lésions anales, d'accord, et l'existence d'un choc post-traumatique reconnu par la justice, elle n'a pas réussi à faire condamner son agresseur. Moi, je voudrais quand même qu'on me parle d'un rapport sexuel consenti qui débouche sur des lésions anales et un stress post-traumatique. Ça, c'est un déni de justice, quoi qu'en dise valeur actuelle, l'extrême droite, etc., que les magistrats écoutent. Valeur actuelle qui ferait bien de changer de nom parce que les valeurs sont plus du tout actuelles, mais soit c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, moi je voudrais qu'on me parle d'une sodomie consentie, qui va déboucher sur des lésions anales et un choc post-traumatique. Donc on le voit, PPDA a pu agir dans l'impunité pendant des années et des années. On le sait. Voilà, on le sait que c'est une omerta, qu'on agit par la peur, que c'est comme ça, qu'il y a une prise de pouvoir des hommes qui en profitent. Donc voilà, moi je suis d'accord, laissons la justice faire son travail, on ne demande que ça, on a d'autres choses à foutre en tant que femme, d'essayer de faire condamner des violeurs, c'est pas notre boulot. Mais quand la justice fera vraiment son travail, on la laissera faire. Avant ça, il faudra compter sur nous. Je vais faire tourner le plateau, je précise juste en écho à vos propos que l'humoriste, dont vous n'avez pas cité le nom, dont je ne citerai pas le nom, mais il était dans une relation avec cette personne-là, et que PPDA a été mise en examen pour viol sur Florence, qui prouve d'une certaine façon, en tout cas, Florence Porcel. Florence Porcel, évidemment, oui, pardon, excusez-moi. Florence Porcel, évidemment, pour viol, ce qui prouve d'une certaine façon la justice savante. Rachel Bignat, ce qui est frappant, quand on lit cette tribune, quand on lit la tribune précédente, c'est qu'on a une société divisée, mais divisée aussi, pas forcément sur le fond, mais aussi sur la nature même de la société. C'est le fond, tout à fait. On voit ce clivage générationnel, on le sentait déjà dès la première tribune, ne serait-ce que par la moyenne d'âge des signataires de la tribune qui était plutôt élevé, je dis ça sans vouloir blesser, mais qui est, on va dire, bien plus élevé que, par exemple, cette nouvelle contre-tribune. C'est plutôt la jeune génération des artistes, pour faire simple. Jeune génération, et qui se positionne aussi comme ça, parce qu'il y a des expressions comme le monde d'avant ou le vieux monde, duquel on ne veut plus faire partie, et duquel, justement, on veut se séparer. Ce qui est intéressant, notamment, par exemple, dans la première, c'est qu'un certain nombre de signataires appartiennent aussi à une génération post-68 qui ont été aussi dans des combats pour l'avortement, contre des dictates justement très patriarcales quant à la relation au corps, etc. Mais qui ont une vision assez libérale, si je puis dire, à la fois de la liberté d'expression et des rapports hommes-femmes. Or, la nouvelle génération qui s'exprime là, notamment dans cette contre-tribune, ne s'y retrouve pas. Elle ne s'y retrouve pas, elle ne se reconnaît pas dans ses pairs et elle s'en distingue en mettant en avant un nouvel ordre moral face à une justice qu'elle considère être comme défaillante. Le risque derrière, si on pousse un petit peu, les dérives qu'il pourrait y avoir, c'est une forme d'anti-judiciarisme. On ne se retrouve plus dans la justice, on n'a plus du tout confiance et on s'en distingue complètement, voire même un discours quelque peu complotiste avec l'idée que la justice jamais ne répondra aux violences. 0,6%. Il n'y a rien de complotiste, c'est dingue d'entendre ça. Ce sont des chiffres. Non, mais le complotiste, ce que dire, je traduis à ma façon, c'est de dire la justice n'avait pas son travail, en gros on ne punit pas. C'est pas complotiste de le dire. Je veux dire, je suis avocate, je suis des dossiers de violences faites aux femmes. J'ai un dossier qui va être plaidé l'an prochain pour viol collectif, écoutez-moi bien. L'enquête d'environnement, qui doit être terminée déjà depuis plusieurs mois, elle n'a même pas été commencée. Je veux dire, ils ont loupé le délai pour faire prélever les cheveux, pour trouver la drogue. Et la justice fait son travail. Mais qui êtes-vous pour dire ça? Vous êtes avocat? Mais vous pensez que c'est volontaire ou pas? 0,6% des violeurs passent par la case prison. La justice ne fait pas son travail. La justice ne fait pas son travail. Les femmes victimes de violences. Monsieur Borrell, ça fait longtemps que la parole. Victimes, entre guillemets, du système judiciaire que vous dénoncez. 0,6% des violeurs passent par la case prison. Ces violeurs s'en prennent à des femmes. Permettez que je puisse en caser une. Merci. Allez, monsieur Borrell, allez-y. Il faut préciser que la profession de magistrat, d'abord, est une profession très féminisée. Mais quel rapport? Les femmes aussi intègrent les stigmates. Elles subissent la même propagande. On peut penser et même espérer que le cas Depardieu sera traité, à mon avis, avec sévérité, en tout cas avec une certaine attention, compte tenu de sa notoriété. Et je voudrais ajouter, puisque ça a été évoqué par Rachel, moi je crois aussi que cette tribune, notamment la contre-tribune évidemment, c'est l'illustration d'une dérive du mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a été un formidable mouvement. On fera le point d'ailleurs dans un instant aux États-Unis. A été un formidable mouvement de libération de la parole de la femme, de dénonciation. Des femmes. Il n'y a pas la femme, c'est comme l'arabe, ça n'existe pas. Des violences faites aux femmes. Malheureusement, c'est un mouvement qui a été piraté
par une minorité de néo-féministes sectaires et revanchardes. Par une minorité mais revanchardes de quoi? Moi, permettez que je termine mon propos. Je suis la première à appeler les hommes à rejoindre notre combat. Il y en a d'ailleurs. Il y en a beaucoup sur les signataires, il y en a. Oui, bien sûr, il y a c'est un mouvement qui a été piraté. C'est un mouvement qui a été piraté. Ce mouvement n'a pas été piraté. Qui piétine allègrement la présomption d'innocence. Pas du tout. À nouveau dans cette contre-tribune, il suffit de la lire. Et qui veut même instaurer une sorte de pensée unique, langagière et comportementale dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est très dangereux. J'ai une question que je vous pose à ma façon en écho au propos de Rachel Mia. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative, une tentation, une dérive de faire passer la morale avant la justice? Globalement sur ce type d'affaires ou globalement dans une société démocratique comme la nôtre. Est-ce que ce n'est pas un problème? C'est une question très intéressante. Et je poserai la réponse avec Laure Westphal aussi, parce que ça m'intéresse. Parce que pour rebondir sur ce qui a été dit, je ne pense pas que la liberté, ça soit synonyme de se permettre d'avoir en fait, des comportements qui sont répréhensibles sur le plan pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je tiens à le rappeler, le délit d'outrage sexiste et sexuel, c'est puni par la loi. Donc les propos de Gérard Depardieu, s'ils étaient tenus, les propos qu'on a vus dans le complément d'enquête, s'ils étaient tenus en France, aujourd'hui, eh bien c'est à minima 1 500 € d'amende, d'accord? Donc je ne crois pas qu'on puisse taxer les vingtenaires, les trentenaires, les quarantenaires, et j'espère même ceux d'après en fait, parce que pourquoi s'arrêter? Pourquoi la liberté s'arrêterait à un âge? C'est pas parce qu'on est pour la liberté qu'on est pour les infractions sexuelles. Et là je crois qu'on confond tout. On peut ne pas être moraliste tout en disant attention, justement, je suis pour la liberté, je ne suis pas pour les infractions sexuelles, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas pour la censure. Moi je pense qu'il faut expliquer et que chacun en son âme et conscience est capable ensuite de faire ses choix. Laure Westphal, sur cette problématique ou cette question, le fait de parfois d'avoir une envie de laver plus blanc qu'avant, une volonté de changer les choses et peut-être parfois d'aller assez loin ou d'être radicaux pour défendre ses idées, je ne sais pas. Je crois que tout le monde de tous bords confondus aimerait bien que la justice avance plus vite et compter sur la justice. Le problème, c'est que la justice est lente ou classe effectivement sans suite. Donc alors il y a la justice d'un côté, mais ça n'empêche pas les personnes d'avoir une posture éthique quand même. On ne peut pas mettre tout sur le dos de la justice. Je veux dire, dans un sens comme dans l'autre. Oui, on est des citoyens, on entend des propos, on peut se positionner. On est dans un pays où il y a fondé sur des principes républicains. On a un jugement aussi personnel. On peut s'exprimer. Et c'est souhaitable. Par rapport à la libération de la parole des femmes, effectivement, c'est important de dire qu'elle s'est libérée, mais a-t-elle été entendue? Et c'est ça le problème. Dans les cabinets, tous les jours, on reçoit des patientes, et même des patients d'ailleurs, mais surtout des patientes, dans les cabinets à l'hôpital, qui renoncent à porter plainte, en fait, parce que elles se disent qu'elles vont perdre de l'argent, qu'elles vont pas être entendues, qu'elles vont avoir leur carrière brisée, qu'elles vont être ostracisées. Souvent c'est vrai. Du coup, elles renoncent à parler. Donc il y a beaucoup plus de gens qui ne disent pas ce qu'ils ont subi que de gens qui diraient n'importe quoi. Surtout qu'on passe quand même beaucoup de temps à disqualifier les personnes qui parlent, les instrumentaliser, les disqualifier, les insulter, d'hystériques, régleuses de comptes, etc. Aucune femme n'a intérêt à prendre position comme ça sans qu'il y ait de fondement derrière. Mais personne n'a dit que tout était merveilleux, mais il est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un avant et un après MeToo. MeToo a fait... Heureusement, en termes de libération de la parole, mais en termes d'effets. En termes d'effets. Malheureusement, on l'a évoqué, la justice manque de moyens, qu'il s'agisse... là, on est d'accord, la justice manque de moyens. Mais pas que pour les femmes, pour tous les Français, malheureusement. Surtout pour les femmes. Mais en attendant, les personnes ne peuvent pas se taire. C'est ça le problème, c'est que ce qui ronge de l'intérieur, ce qui tue de l'intérieur quand on s'est fait agresser, doit être formulé quelque part et être entendu. Et gentiment qu'aujourd'hui, on parle, enfin les victimes ou les plaignantes parlent et qu'on les écoute. La différence, c'est qu'elles ont eu le sentiment, notamment, et ce sera ma dernière question avant d'aller aux États-Unis, c'est que le soutien à Gérard Depardieu et les mots d'Emmanuel Macron sur le soutien à Gérard Depardieu et ce qu'il représentait, ont aussi accentué et provoqué une colère. Est-ce que c'est aussi ça qui fait que la mobilisation est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une semaine ou il y a 15 jours? C'est sûr que les propos qu'a eu le chef de l'État sont bien loin de la ligne qu'il avait lors de son premier mandat, lorsqu'il expliquait qu'il faisait de la lutte contre les violences faites aux femmes une cause nationale. Donc on est sur un en même temps assez particulier et c'est quelque chose qui aurait pu être réglé assez facilement en réalité de la part du chef d'État. Il suffisait d'abord un mot, si ce n'est, alors s'il veut en effet...
mettre la présomption d'innocence. Il y a juste à dire, je ne parle pas d'une affaire qui est en cours et qui passe à autre chose, autre sujet. Les femmes de manière générale, c'était en réalité assez simple. Là, il a épousé il a pris un autre chemin, celui quelque peu provocateur en fait, parce qu'il y avait une forme de provocation quand on ne s'adresse pas justement également aux plaignantes ou aux femmes victimes dans leur ensemble. C'est un choix qu'il a fait et en effet qui a été mal perçu, certes assumé de sa part, mais mal perçu et loin du premier mandat qu'il a mené. C'est une erreur politique selon vous? C'est une erreur, oui. À mon avis, il n'aurait pas dû s'exprimer sur le sujet. Il est garant des institutions et c'est l'un des points d'ailleurs avec lequel je suis d'accord. Il est mentionné, évoqué dans la contre-tribune. Séparation des pouvoirs, Montesquieu. Absolument. Pour celles et ceux qui veulent encore le lire. On va respirer et prendre la direction de Washington, où on va retrouver le correspondant de BFM TV, Antoine Hollard. Bonsoir Antoine. On voulait que vous participiez à nos échanges ce soir, parce que si on devait remonter un peu l'histoire de ce qu'on appelle la libération de la parole, officiellement ça apparaît chez vous aux États-Unis en 2017, le mouvement MeToo, avec l'affaire Weinstein. Où en est-on désormais ? Alors, ce qui est certain, c'est que l'affaire Weinstein a fait à l'époque à Hollywood l'effet d'une bombe. Il y a eu un grand déballage, une libération de la parole, de nombreuses stars qui se sont retrouvées éclaboussées. Certains acteurs se sont même retrouvés totalement blacklistés, c'est-à-dire que les studios ne veulent plus travailler avec eux. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Kevin Spacey, accusé par plusieurs hommes d'attouchement ou d'agression sexuelle. Du jour au lendemain, Kevin Spacey va perdre tous ses contrats, notamment son rôle dans la série House of Cards sur Netflix. Netflix va tuer son personnage qui disparaît de l'écran. Kevin Spacey qui finalement, bien des années plus tard, sera blanchi par la justice, mais trop tard. Cette affaire a complètement détruit sa carrière. D'autres acteurs ont subi le même sort. On peut citer par exemple Steven Seagal ou encore James Franco. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que aujourd'hui, aux États-Unis, quand un acteur est accusé d'agression ou de violence sexuelle, il est généralement lâché par ses confrères. Il n'y a pas comme en France avec l'affaire Depardieu, de tribune ou de contre-tribune pour le soutenir. On notera aussi que Hollywood a pris des mesures très concrètes pour protéger les femmes. Par exemple, aujourd'hui, quand vous tournez un film aux États-Unis, il faut obligatoirement qu'il y ait sur le plateau de tournage ce qu'on appelle un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité. C'est une personne qui va notamment gérer les scènes de nudité ou les scènes de sexe pour mettre des limites et éviter qu'un réalisateur ou qu'un acteur impose des choses qui mettraient mal à l'aise une actrice. Hollywood qui a aussi mis en place une hotline, une ligne téléphonique pour venir en aide aux personnes qui sont victimes d'abus sexuels ou de harcèlement dans l'industrie du divertissement. Alors attention, tout n'est pas parfait. Il y a encore des actrices qui n'osent pas parler à Hollywood par peur de perdre leur travail. Il y a toujours des abus. Une récente enquête montre que 46% des femmes qui travaillent dans l'industrie du cinéma ont été soit victimes, soit témoins d'abus ou de comportements inappropriés l'année dernière. Alors c'est un chiffre qui est en baisse, c'est vrai, depuis l'affaire Weinstein, mais qui reste encore très élevé. Preuve qu'à Hollywood aussi, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup Antoine pour l'ensemble de ces informations qui vont nous permettre d'échanger sur le plateau. Florence, comment vous réagissez à ça? L'exemple américain, est-ce que c'est un bon exemple à suivre? Est-ce que c'est toujours insuffisant? De quoi faut-il s'inspirer selon vous? Du fait que Harvey Weinstein croupit maintenant en prison, et ce pour un nombre conséquent d'années. Donc oui, je pense que bien sûr c'est pas encore parfait, on est au début d'un changement de paradigme, on est au début d'un changement de société, mais au moins ici on montre que voilà que des actions ont été faites. Et je voudrais juste revenir sur la présomption d'innocence qui était mentionnée tout à l'heure. Gérard Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence. Il en bénéficie là où il doit en bénéficier, c'est-à-dire dans un tribunal. Moi, j'ai choisi de croire les victimes. Voilà. J'ai choisi de ne pas partir du principe qu'une victime ment, parce qu'en tant que femme, en tant que victime de viol, je sais ce que c'est de devoir aller porter plainte, et c'est un acte qui est extrêmement difficile. Et quand on parle de cette présomption d'innocence qui est bafouée, c'est absolument faux. Voilà, on choisit simplement de croire les victimes, et la présomption d'innocence est une notion juridique qui doit être respectée. Ça, je suis complètement d'accord, je dirai jamais le contraire, mais dans un tribunal. Voilà. Moi, mon choix, c'est de soutenir les victimes. Violaine de Philippe Sabat, il y a un soutien aux victimes qui est naturel. Mais il y a aussi une différence fondamentale à faire entre une victime et une plaignante. Vous qui êtes avocate, comment on peut expliquer qu'il n'y a pas de confusion à faire, que c'est une confusion qui peut aussi d'ailleurs troubler les débats et porter à nuire quelles que soient ses opinions sur ce type de sujet. Comment on l'explique? Ce qui a été dit est très juste, c'est-à-dire que sur le plan juridique, la présomption d'innocence doit être respectée. Et c'est quelque chose que je tiens à rappeler, effectivement, en tant qu'avocate, c'est un concept qui m'est fondamental, que je ne souhaite pas renverser, bien sûr. En revanche, je pense qu'il faut le mettre en balance, comme on le rappelait tout à l'heure, avec la problématique
systématique qui est que les enquêtes sont mal faites ou ne sont pas faites. Le rapport de 2019, dont j'évoquais rapidement le contenu tout à l'heure, il dit quoi? Il dit quand une femme, avant de mourir sous les coups de son conjoint, tuée par son conjoint, était venue signaler des violences, dans 8 cas sur 10, l'État a classé la plainte sans suite. Et il nous dit quoi le rapport? Essentiellement pour manque d'investigation, je ne le dis pas moi, c'est le rapport qui le dit, pas d'audition systématique de l'accusé, quasiment jamais d'enquête d'environnement. Et là, c'est intéressant, parce que quand Charlotte Arnoult, elle dépose sa plainte en 2018, c'est classé, elle conteste, Mediapart fait l'enquête d'environnement que l'État aurait dû réaliser, trouve les femmes qui témoignent. Donc là, en fait, c'est lunaire. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, des gens qui n'y connaissent rien peuvent dire laissons faire la justice. Mais je veux dire, ouvrez les dossiers de procédure, faites du droit, regardez ce qui se passe dans les tribunaux et vous ne reviendrez pas dire ça. Et moi, j'ai de la peine de l'entendre. Et j'ai de la peine pour toutes les victimes. On parle parfois de djihadisme et d'atmosphère. Est-ce qu'il y a aussi dans ce secteur-là la problématique qui fait que quand on va parler de quelqu'un comme Gérard Depardieu, avec ses outrances qui étaient assumées ou non, et qui reviennent au premier jour, et que cette personne-là est mise en cause par des accusations beaucoup plus graves que ces outrances verbales, est-ce qu'il n'y a pas une porosité, là aussi, je vous pose la question, qui trouble le débat? Est-ce qu'on ne devrait pas tous s'interdire d'en parler et laisser justement la justice faire la justice de son côté et s'empêcher de parler? Alors que dans le même temps, il y a besoin... de son côté ne fait pas son travail. Elle le fait à son rythme, j'imagine. Enfin, je l'espère en tout cas. Non, elle ne le fait pas. 0,6% des agresseurs sont condamnés. 0,6%. Donc quand on aura une justice, on arrêtera de faire ce qu'on peut sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, il n'y a pas de justice pour les femmes. En quelle langue il faut vous le dire? Ah mais moi, vous me convaincrez de rien, parce que je n'ai aucune opinion sur le sujet. On n'a pas à s'arrêter et attendre que la justice fasse des trucs. La justice ne fait rien pour l'instant. J'ai un avocat qui me disait, est-ce qu'il vaut mieux avoir un coupable dehors ou un innocent en prison? Eh ben moi, j'ai la réponse. Oui. Un coupable dehors, c'est combien de femmes? C'est combien de femmes agressées? C'est combien de femmes qui ont leur vie retournée? C'est combien de femmes? La raison pour laquelle on a cette phrase dans la tête, c'est juste parce qu'on a de l'empathie davantage pour la liberté des hommes que pour la vie des femmes. Et ça, c'est terminé. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Français et les téléspectateurs qui nous regardent ont plus d'empathie pour Gérard Depardieu, pour ses victimes présumées? Alors, pas les Françaises et les Français. Les 56 personnes qui ont signé. Alors après, certaines, visiblement, le regrettent déjà. Oui, voilà. C'est une grande débandade. Tout le monde se bat, tout le monde regrette. Une victoire numérique, puisqu'on me disait qu'il y a 6000 signatures sur la tribune. On était à 2500 au début de l'émission. On est plus nombreux et nombreux, oui. Oui, la société va plus vite que le monde du cinéma, tout à fait, oui. On peut souhaiter... Comment vous analysez cela? Parce qu'effectivement, on a le sentiment, je posais la question tout à l'heure à Laure Westphal, de comment on expliquait le fait que cette affaire divise. Et on se met sur les échanges sur le plateau, on arrive à s'en parler correctement, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de viscéral, de profondément ancré, qu'il y a une forme de désir de justice, désir de ce que vous voulez, mais que c'est vraiment viscéral, c'est vraiment ancré aujourd'hui. Comment on l'explique? Elle divise d'abord parce que il s'agit de Gérard Depardieu, qui est le plus grand acteur en France. Mais non, pas du tout. Ensuite, elle divise parce que Emmanuel Macron y a mis son grain de sel et qu'évidemment l'affaire est devenue politique. Elle divise aussi parce que cette affaire est en cours d'instrumentalisation, des deux côtés d'ailleurs, idéologique. J'ai entendu tout à l'heure des propos hallucinants sur la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça n'est pas un principe relatif qu'on pourrait respecter ici ou là. Personne n'a dit que c'était relatif. Non, elle n'a pas dit ça. C'est tout à fait ce que j'ai compris. Non, elle a dit que c'était une notion juridique. Ça me rassure, ça veut dire que vous ne comprenez rien. Ça explique toute votre argumentation. Et à la lecture de la contre-tribune, M. Depardieu est qualifié de bourreau. Où est la présomption d'innocence dans le choix de ce mot? Alors, vous ne m'avez pas écouté ou alors juste vous n'avez vraiment rien compris. Je répète, M. Depardieu est qualifié de bourreau. D'accord. Où est la présomption d'innocence? Je viens de dire que la présomption d'innocence s'appliquait dans les tribunaux et que par ailleurs, elle devait être mise en balance avec des axes d'enquête qui n'existent pas dans la plupart des dossiers. Elle n'a pas à être mettre en balance. Si, puisque, alors, d'accord. Il y a aussi une présomption d'innocence des victimes, en fait. Dans le droit, je vais vous l'apprendre. Que vous adaptez à votre sauce, on a bien compris. Non, chaque citoyen et chaque citoyenne a le droit, en droit pénal, vous faites passer l'idéologie, votre idéologie avant une enquête, avoir une enquête digne de ce nom, d'accord? Aujourd'hui, non, vous l'avez pas compris. Mais écoutez, visiblement, vous ne comprenez rien, donc je sais pas pourquoi je vous parle. C'est catastrophique. C'est ça qui est triste, en fait. En fait, comment parler à des murs? Et là, la question, et je pense même avoir la réponse, c'est pourquoi ce genre de discours? Parce qu'en fait, ça les rassure. Quel discours, pardon? Le discours de dire non, ce n'est pas possible. Non, il n'a pas pu faire ça. Non, on veut pas voir. Parce qu'en fait, ça pose la question à chacune et à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si demain, Gérard Depardieu, il a fait ce dont il est accusé, alors qu'il était apprécié, eh bien finalement, ça veut dire que vous
peut-être dans votre entourage, vous avez un de vos amis qui est un agresseur et vous n'avez pas envie de le voir. Et si un jour une de vos amies vient vous dire, pour vous dire qu'elle a été agressée par un de vos amis, eh bien vous lui direz la même chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur ce plateau. Vous ne la croirez pas. Si demain Gérard Depardieu est condamné, je serai le premier à monter au créneau pour le dénoncer. Mais il ne le sera pas puisque 0,6% des violeurs sont condamnés. Donc il y a très peu de chances qu'il le soit. Les violeurs ne sont pas condamnés dans ce pays. 0,6%, c'est pas nous qui le disons. C'est le ministère de l'Intérieur. C'est Darmanin qui le dit. Mais on vient de vous dire que les enquêtes n'étaient... En fait, vous voulez quoi? On vient de vous expliquer. Ce ne sont pas les violeurs, ce sont les accusés de viol. Oui, nous, on est du côté des femmes et on les croit. Donc, en fait, si elles sont violées, c'est pas par personne. Je vois Florence Mendes qui piétine. Je reviens vers vous dans un instant, parce que je voudrais qu'on fasse un petit tour, parce qu'on parlait tout à l'heure de présomption d'innocence et des débats, et de la façon dont c'est à la fois perçu, ressenti, analysé et la présomption d'innocence des victimes qui disent la vérité, qui ne sont pas des menteurs. La présomption d'innocence de dire la vérité. Elle est où, la présomption d'innocence des victimes? On va prendre la direction d'Italie. Retourner Antonio Galofaro. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On parlait, je ne sais pas si vous entendiez les échanges, mais on parlait de cette notion de présomption d'innocence. En France, oui. Et en fait, cette notion de présomption d'innocence, elle fait encore plus débat en Italie. Expliquez-nous pourquoi, Antonio. Oui, ici c'est un débat perpétuel, c'est pas grave, c'est un débat perpétuel ici sans fin. Hein. Il y a justement ces jours-ci un scandale totalement différent du scandale de Pardieu, mais un scandale autour d'un ancien politicien, un ancien proche de Silvio Berlusconi. Son fils serait pris dans une affaire de corruption. Alors pourquoi il y a un nouveau débat, comme toujours, sur la présomption d'innocence ici? Eh bien parce que la presse peut publier les écoutes téléphoniques retranscrites pendant l'enquête, donc bien avant le procès. Donc toujours le même scénario, l'opposition politique attaque, la majorité dénonce un procès politique et dans cette affaire, il y a aussi le vice-premier ministre, vu qu'il est en couple avec la fille de l'inculpé. Voilà donc le patron de la Ligue aussi sur le banc des accusés. Cette guerre entre ceux qui défendent la présomption d'innocence et ceux qui accusent, des rôles qui s'inversent selon si on se trouve à l'opposition ou au pouvoir, eh bien, dure depuis une trentaine d'années. Il y a 30 ans, c'est l'arrivée au pouvoir, vous l'aurez peut-être deviné, de Silvio Berlusconi, et bien aussi de toutes les affaires et de tous les scandales politiques et sexuels qui ont suivi. Cette lutte se poursuit aujourd'hui encore. Le gouvernement de Giorgia Meloni veut justement empêcher que les retranscriptions des écoutes téléphoniques n'arrivent à la presse, ce qui pose problème aux médias ici, vu que c'est seulement de cette manière que les médias peuvent raconter les affaires de mafia, par exemple. Donc dans l'affaire de Pardieu, qui est quand même ici suivie jour par jour, ce sont surtout les paroles d'Emmanuel Macron qui ont fait réagir sur la présomption d'innocence, justement. Le fait que le président français ait appelé à attendre les enquêtes judiciaires, qu'il faille respecter la présomption d'innocence. Ces paroles ont ici un écho tout particulier. Et le fait que, notamment Gérard Depardieu, a fait briller la France, qui a aussi été beaucoup repris dans les contre-tribunes, en entendant la réaction. Merci beaucoup, Antonino, pardon d'avoir écorché votre magnifique prénom. Florence Mendes, je vous voyais réagir beaucoup. Alors parfois vous souriez, parfois vous faisiez des cœurs avec votre main, donc je ne sais pas trop quelle est la question que je vais vous poser, mais globalement, on sent bien qu'en dehors, pardon pour cet humour, parce que je pense qu'on peut aussi parler de façon légère de sujets très sérieux, mais comment aujourd'hui vous estimez qu'on peut faire avancer les choses? Comment on peut mieux prendre en compte la parole des plaignantes? Visiblement ça avance. Mieux enquêter, mieux juger. Alors déjà, je pense qu'une bonne chose pour à peu près tous les sujets de société, dont les violences sexistes et sexuelles, c'est arrêter d'inviter l'extrême droite sur les plateaux de télévision, ça nous fera du bien. Et ensuite, je pense aussi que... Je laisserai répondre Monsieur Brelet. Pardon, enchaînez, je vous allez pas. Oui, ce serait dommage qu'on finisse ce débat sans qu'il ait l'occasion d'accuser les musulmans, mais quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je dis maintenant ce qu'il faut faire, je pense, c'est vraiment réunir les différentes associations féministes. Ce serait vraiment faire une vraie Grenelle et pas un truc de fantoche à la Marlène Schiappa. Je crois que maintenant, vraiment, il faut écouter les féministes et les sociologues simplement, puisque les chiffres qu'on présente, les faits qu'on avance, ce sont des faits, ce ne sont pas des opinions féministe ou une idéologie, ce sont des faits, des choses réelles qui sont très très bien documentées. Donc maintenant, il suffit simplement de regarder les faits en face et de prendre des mesures concrètes face à ces faits. Simplement, voilà, je pense qu'il faut vraiment réformer sa pensée, réformer le droit en matière de violences sexistes et sexuelles, puisque les femmes meurent tous les jours sous les coups de leurs compagnons, il y a de nombreuses victimes de viol qui ne sont pas entendues, qui vivent un déni de justice. Donc maintenant, voilà, c'est regarder les faits en face, écouter les associations féministes
qui sont actifs sur le terrain et vraiment prendre des mesures et puis avoir un ministre consacré à la cause qui n'est pas juste là pour décorer, quoi. Rachel Binas, tout à l'heure on parlait de cette espèce de schisme entre générations, dans la façon dont on voyait les choses. On parlait également, ce que disait Florence Manès, et ce qui est intéressant, c'est le rôle des associations féministes. Il y a aussi une porosité entre certaines et une volonté plus politique de ce qu'on appelle parfois des dérives ou des aspects du wokisme, qui est la cancel culture. C'est aussi quelque chose qui est très prégnant quand on regarde les débats autour de Gérard Depardieu. Comment on fait pour à la fois séparer ce qui doit être séparé et puis traiter le fond des vrais problèmes, en l'occurrence, c'est ces femmes victimes de viol? Oui, c'est tout l'enjeu aujourd'hui qu'on a vu émerger, notamment avec le mouvement MeToo, mais pas que, c'est-à-dire que fait-on des œuvres? Que fait-on des œuvres cinématographiques, littéraires, mais aussi Bertrand Cantat, par exemple. Ça a été l'une des images. Est-ce que oui ou non, il peut rejouer après avoir purgé sa peine? Il est remonté une fois sur scène, je crois. Et c'est avec une mobilisation. Et là, il y a eu une mort, en l'occurrence, mort de sa compagne. Avec une mobilisation ensuite derrière qui peut suivre. C'est une question extrêmement intéressante, mais aussi un chemin très, très délicat, parce que quels sont les critères? À partir de quels critères on considère qu'une œuvre doit être effacée du domaine public, pour aller vite? Est-ce que oui ou non, par exemple, on permet aux gens de se faire une idée, c'est-à-dire que il y a des personnes qui peuvent dire que, par exemple, les films de Polanski, ils n'ont pas envie de les voir, et c'est la sensibilité de chacun, il faut la respecter. D'autres, qui ne voient pas de problème. C'est l'institutionnalisation de ça qui pose problème? Exactement, c'est le fait de l'imposer, disons, et ensuite sur la base de quels critères? Par exemple, les œuvres littéraires, on a à peu près tranché le débat. 2023 a été l'année Céline. Céline en Pléiade, le roman de Céline redécouvert. Et pourtant, c'est un homme qu'on peut qualifier d'infâme assez aisément. C'est pas, bien sûr, c'est pas le seul. Il y a le journal de Paul Morand qui était un antisémite notoire. On décide là-dessus. Alors peut-être vous me direz, peut-être parce que ils sont morts et c'est à titre posthume, mais en tout cas de permettre la publication et la diffusion dans l'espace public. On peut se dire que pour les œuvres cinématographiques, on pourrait appliquer la même chose, ne serait-ce que parce que la diffusion sert non pas seulement pour les œuvres de Gérard Depardieu à Gérard Depardieu, il en est plus là, mais à toutes les petites gens qui ont fabriqué ces films aussi. C'est pas uniquement Gérard Depardieu derrière un film dans lequel il joue. C'est plein de petites gens plus ou moins qui sont à l'origine de cette création-là. Tiffaine Day, vous êtes comédienne. Vous voyez un film avec Gérard Depardieu demain à la télé, vous zappez, vous regardez pas, vous n'allez pas le voir au cinéma. Qu'est-ce que vous faites en fait? Moi, je peux plus voir. Ce monsieur en peinture, comme on dit. Voilà, non mais c'est ça aussi d'être féministe, c'est d'être proche des victimes et de savoir la douleur. Donc évidemment, c'est ma plus grande liberté. Simplement, aucune femme, ni moi ni aucune, on peut la déplorer, mais n'a la possibilité de canceller telle œuvre ou je ne sais quoi. Par contre, de demander en tout cas. Mais non, mais personne, on peut la demander jusqu'à la semaine prochaine. Ça va pas faire oublier les valseuses, quoi qu'on en pense. En revanche, si vous le souhaitez. Selon vous, je peux faire ce que je veux au fond de mon cœur. Ça ne change pas la société. Non, mais ça change pas la société. Moi, je regarderai pas ce film-là parce que je l'ai vu une fois et que ça m'a traumatisé. Merci. Mais donc, je vais pas me réinfliger une chose pareille. En revanche, voilà, on peut souhaiter ce qu'on veut. Ça va pas arriver. Donc déjà, faut arrêter de stresser sur des trucs qui vont pas arriver. Ça va bien. Mais en revanche, une chose qui est sûre, c'est que quand ils disent le fait de s'attaquer à Gérard Depardieu, on s'attaque pas à Gérard Depardieu, on s'attaque à un homme accusé de viol, et donc il se trouve que c'est Gérard Depardieu. Voilà. C'est attaquer l'art lui-même. En réalité, c'est Gérard Depardieu qui attaque l'art. Parce qu'à chaque fois qu'il a agressé une femme, il a détruit une artiste. À chaque fois qu'il a agressé une femme, il a fait en sorte que cette femme-là perde de la confiance en elle, soit même extrêmement atteinte dans toute sa vie, avec des troubles post-traumatiques, avec une mémoire traumatique, on sait ce que c'est. On voit que ces femmes-là, qu'il a en fait cancellées lui-même en les agressant, vont pas pouvoir réussir à réaliser leur œuvre artistique. Donc ce sont les agresseurs qui empêchent les femmes de devenir les grandes artistes qu'elles sont, en fait. Et quand une femme arrive à être artiste, mais quel héroïsme, mais quelle merveille. Donc voilà, juste pour dire, ça n'est pas les héroïnes qui parlent contre deux parts diables avec tellement de courage qui attaquent l'art, c'est deux parts diables et tous ces copains agresseurs qui attaquent les femmes artistes et qui permettent pas à l'art d'être au moins paritaire. Laure Westphal, parfois l'impression que on a le sentiment qu'on est
tous à une limite de pouvoir échanger, de pouvoir écouter ce que dit l'autre, parce que la tension est toujours extrêmement vive sur ce type de sujet. J'aurais pu vous poser la question, est-ce que vous allez voir un film de Woody Allen, par exemple ? Mais non plus. Mais pourquoi faire? En fait, moi, je suis artiste, je suis autrice, je suis comédienne. Oui. Je sais que lorsqu'on crée une œuvre, on y met qui on est. Je sais que quelque part, on fait la propagande de qui on est et de ce qu'on pense. Donc oui, quand on va voir Woody Allen, en fait, forcément, dans son film, il y a la propagande de ce qu'il est. Un type qui se marie avec une fille qu'il a adoptée. Et c'est le sens de ma question, c'est-à-dire à quel moment on a une limite, parce que la limite, elle est à la fois individuelle et qu'on sent bien quand on veut défendre une cause. Plutôt juste en l'occurrence, les limites individuelles associées et multipliées par le nombre des personnes, on devient dogmatique, on s'oppose, on devient une société qui s'oppose. Il y a pas mal de choses là-dedans. Enfin, chacun se positionne aussi en fonction de ce qu'il a vécu ou de ce qu'elle a vécu. Et malheureusement, il y a énormément de femmes qui sont concernées. Donc effectivement, il y a du monde qui se sent concerné et qui se sent appelé à témoigner. Après, il y a aussi cette histoire de conflit générationnel ou de modification. Je crois que c'est très prégnant et très intéressant. Je crois que c'est important de souligner qu'en effet, les femmes d'aujourd'hui peut-être se respectent plus. Et sont moins susceptibles d'entrer dans des systèmes de domination et de soumission. La problématique est que les hommes de maintenant doivent respecter mieux aussi les femmes de maintenant. C'est un autre problème, c'est-à-dire c'est un système égalitaire. C'est-à-dire que sans parler de féminisme, on peut aussi parler tout simplement d'égalité, de respect des droits pour chacun. Et on le voit dans d'autres secteurs où c'est compliqué, l'égalité salariale qui n'existe pas vraiment. Comment ? L'égalité salariale, c'est aussi d'autres problèmes. On ne le voit pas que sur la problématique des agressions intimes, on le voit aussi sur d'autres problèmes. L'égalité, vous parliez d'égalité. Oui, le patriarcat, c'est partout, oui, tout à fait. Il y a peut-être, si on s'intéressait effectivement au fait de respecter les gens dans leur humanité, leur dignité, dans tous les lieux de travail, de vie, etc., ça passerait sans doute mieux qu'effectivement avec le terme de féminisme qui passe pour une idéologie, alors que tout le monde a l'air quand même acquis à la cause égalitaire. J'en suis pas sûr, en fait. Est-ce que c'est pas un relent de la société dite patriarcale? C'est justement qu'est-ce que on dit beaucoup d'une volonté d'égalité, c'est pas forcément quelque chose de pas dans les faits, oui. C'est-à-dire qu'en théorie, il est quand même rare de croiser un individu ou une individu qui vous dira volontiers qu'elle est contre l'égalité femmes-hommes. Mais dans la pratique, c'est là où on voit la différence. C'est-à-dire qu'en face, l'extrême droite notamment, on va dire attendez, moi je suis féministe peut-être pas, mais en tout cas je suis pour l'égalité, etc. Mais dans les faits, quand il s'agit de condamner des actes, quand il s'agit de balayer devant sa porte, quand il s'agit de voir comment on réagit très concrètement à des scènes, eh bien là, on voit la différence. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, qu'on peut tous se poser. Demain, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « j'ai été victime d'un homme » et que vous connaissez cet homme, comment vous réagissez? Et à travers Gérard Depardieu, si ça dérange tellement, c'est parce que chacun et chacune peut se poser cette question. Et ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie de savoir que 9 agresseurs sur 10, enfin dans les viols, je veux dire, 9 agresseurs sur 10 connaissaient la victime, en fait. Et ça, personne ne veut le voir, en fait. Merci à tous les 5. Je suis contraint de mettre un terme. Merci à tous les 5 et à Florence Mendes qui est à distance. Merci d'avoir été avec nous longuement ce soir également. Quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de poursuivre les débats en 2024. Quand vous voulez. On va justement parler de ce passage à la nouvelle année, avec cette tradition en Alsace. Les Alsaciens illuminent le ciel pour fêter le passage. Comme à chaque fois, la vente de feux d'artifice est interdite tout le mois de décembre jusqu'au janvier. Mais vous allez voir, ils ont trouvé la parade puisqu'ils vont en Allemagne. Reportage Lucas Campisi, Bastien Cochet, Léa Morel et Kévin Roy.